les établissements du groupe de Gilbert et Thierry Coste à Paris. Ça recense une vingtaine d'établissements. Le groupe opère aujourd'hui sur les secteurs de la restauration de luxe, de l'hôtellerie, des clubs et un restaurant gastronomique étoilé de 2 étoiles dont le chef Sylvestre Ouaïd est à mon avis dans l'audience. Voilà. Laurent Plantier, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Laurent Plantier. Moi, je dirige un fonds d'investissement qui s'appelle French Food Capital, où on finance des entreprises, des petites entreprises françaises pour les aider à se développer. Et je suis par ailleurs, j'ai été pendant 17 ans la tête de l'entreprise Alain Ducasse, entreprise que j'ai co-créée avec Alain en 98. Je suis aussi restaurateur lors de mes temps libres à Paris. Alors Alexandra Massenet et Grégory Edberg, vous représentez l'ON et compagnie, vous nous en dites quelques mots? Oui, donc l'EN est une banque d'affaires indépendante qui accompagne donc à la fois les startups et les PME dans leur développement, donc sur des projets donc, de levée de fonds en fonds propres et en dette, et également sur des projets de cession quand les sociétés sont plus matures. Et on a donc tous les deux environ 12 ans d'expérience dans des banques d'affaires plus traditionnelles. Rien à rajouter. En 2017, les Français ont dépensé plus de 55 milliards d'euros dans l'un des 170 000 restaurants, fast-food, bistrots, comme vous voulez, des endroits où on mange en France. Donc forcément, ça donne envie. Chacun peut peut-être avoir envie d'ouvrir son affaire. C'est tentant, il s'en crée 30 000 environ en France chaque année, mais un resto sur 2 ferme avant la fin de la première année. Et 2 sur 3 avant la fin de la 3e année. C'est pas si facile que ça de tenir un business, et c'est pas parce qu'on a du talent qu'on est forcément un bon chef d'entreprise, donc on est là pour en parler ensemble. Paul Perret, comment on réussit à vendre un concept à Hong Kong où il y a 14 places, c'est ça? Où seul le chef connaît l'adresse du restaurant et où le repas est à 800 €, paraît-il? Comment on finance un tel concept un peu fou? Alors bonjour, je m'appelle Paul Perret, donc j'ai un restaurant, alors c'est pas Hong Kong, c'est à Shanghai, c'est vrai que c'est la Chine, mais c'est la Chine continentale, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est un petit restaurant, c'est un restaurant de seulement 10 couverts. À côté de ça, j'ai d'autres restaurants, donc ça peut presque répondre à la question qu'on pose. C'est-à-dire que le principe même d'ultraviolet, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais n'est pas un principe commercial. Mais c'est un restaurant qui, par son positionnement, on a eu 3 étoiles Michelin il y a 3 ans, par son positionnement, nous a apporté suffisamment finalement de business pour pouvoir d'abord faire survivre ce restaurant, le financer au jour le jour, et nous permet même finalement de gagner de l'argent au travers de notre restaurant et au travers des événements qu'on fait par la réputation qu'on a fini par acquérir en Chine. Si vous voulez attraper les micros qui sont juste à côté de vous. Donc en fait, ce sont vos étoiles qui vous ont permis de développer ça, c'est en bien. Oui, alors c'est vrai que j'ai vu M. Michael Ellis tout à l'heure, donc je parle bien sûr des étoiles. Alors, étoile, comme signification pour les Français, les positionnements étaient divers. Il y avait également notre positionnement original d'ailleurs, qui était dans le 50 Best, donc je défends aussi les couleurs de Hélène Pietrini, si tu es là Hélène, merci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut concevoir, pour essayer de rallier un peu au thème d'aujourd'hui, on peut concevoir des projets qui ne sont pas absolument commerciaux en soi, à condition de les concevoir d'abord avec une stratégie à moyen terme et une stratégie de groupe, parce que ça aide énormément les autres restaurants que j'ai, qui grâce à cette réputation, quelque part, commercialement, sont viables et même sont de très bons rapports, quoi. Et vous avez été élu meilleur restaurateur du monde en 2018. Vous êtes classé parmi les Français les plus influents du monde par Vanity Fair et vous serez jury dans l'émission Top Chef dans la prochaine saison qui est la saison 11. Ça peut aider aussi à faire marcher le business. David Bétan, vous avez connu beaucoup de lancements d'affaires. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Est-ce que vous avez connu des échecs aussi, des choses qui n'ont pas marché, pas comme vous l'espériez? Aujourd'hui, il y a plusieurs critères, je pense, pour le succès d'un restaurant. On est sur un métier déjà qui est très fondé sur l'humain.
les porteurs de projets, le management du restaurant va être vraiment primordial. Les gens viennent tout d'abord évidemment pour la cuisine du restaurant, mais ils viennent aussi pour l'âme et l'atmosphère que nous allons mettre dans ce restaurant. L'attention et détail sur le lancement d'un restaurant est très importante. Nous ouvrons d'ailleurs prochainement un restaurant la semaine prochaine, avenue de la Grande Armée à Paris. Je crois qu'on a travaillé sur la carte pendant quasiment 3 mois. Donc l'attention et détail est très importante. On parlera peut-être ensuite du financement et des solutions mises en place pour financer ce restaurant. Mais il est important de structurer de façon optimale et de façon à avoir moins de stress sur l'opération du restaurant. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs pour la réussite d'un restaurant, mais pour moi, le démarrage est très important. Je dirais même la première semaine d'ouverture sera vraiment clé par la suite. Il y a donc les porteurs de projets et la façon dont vous allez vraiment financer le restaurant. On en parlera sûrement par la suite. On va en parler, oui. Et Laurent Plantier, qu'est-ce qui séduit un investisseur comme vous? Qu'est-ce qui vous pousse à investir dans tel ou tel projet? La réponse, lorsqu'on est investisseur, est assez simple. C'est l'espérance de gain. On investit uniquement pour gagner de l'argent. C'est notre métier, notre cœur de métier quand on est investisseur, c'est gagner de l'argent. Donc, que ce soit de la restauration, des sites internet ou une entreprise industrielle, notre seule motivation, on est payé uniquement sur l'espérance de gain. Mais je pense qu'on ne finance pas. Vous avez parlé tout à l'heure de 55 milliards qui représentent l'industrie de la restauration en France. Vous imaginez que dans ces 55 milliards, vous avez à la fois des groupes industriels qui font plusieurs milliards, vous avez McDo qui fait 5 milliards, et après vous allez avoir un petit restaurant qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc les problématiques et les financements pour cette diversité de projets n'est pas la même. Alors, comment on fait un business model? Comment on peut préparer le lancement d'une affaire? Quels sont les conseils que vous pourriez donner chez Lowen et compagnie? Je pense qu'en fait, effectivement, en général, quand on se lance sur ce genre d'exercice, la première étape, ça va être aussi de construire un business plan. Il faut qu'un business plan ait un intérêt à la fois pour l'investisseur, mais également pour l'entrepreneur. Je pense qu'il faut qu'il soit fait vraiment avec beaucoup de sincérité. Donc à la fois sur finalement trois aspects fondamentaux. C'est combien j'ai vraiment besoin aujourd'hui. Donc pas surestimer l'enveloppe, mais pas la sous-estimer, parce que si vous la sous-estimez, vous allez avoir un problème assez rapidement. Où est-ce que je me vois vraiment dans 5 ans, avec quelque part, c'est une activité avec plusieurs composantes, et peut être un peu le poids de chaque composante, et à quel moment je vais réussir finalement à être ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires qui couvre mes coûts. Et essayer de répondre, je pense, de manière très sincère à ces 3 questions, ça vous permet en fait finalement d'avoir une bonne vision de votre business model. Grégory? Ouais, et ce qui est important aussi, au-delà du business plan concrètement, c'est quelle est la vision en fait chez l'entreprise, où est-ce qu'il veut être, quelles sont ses valeurs, quelle est sa philosophie et son ambition générale. Et après, on fait le business plan, mais il y a vraiment une histoire qu'on raconte à soi-même et aux investisseurs, également aux prêteurs, etc. Et donc il faut lier à la fois le long terme avec l'exécution chiffrée de court terme. Ce que vous disiez dans la préparation de cette réunion, c'est que pour les investisseurs, ce qui était important, c'était aussi l'histoire, la personne qui vend finalement le business plan quelque part. C'est-à-dire que le chef doit vraiment incarner son entreprise et raconter une histoire. C'est vrai ça ou... Oui, absolument. Plus que jamais, en fait, aujourd'hui, Laurent, tu me contredis si besoin. Mais en réalité, quand on investit dans une entreprise, on investit dans une personne, on disait depuis tout à l'heure, c'est une histoire d'humain, de consommateur, et le fait de marque, et le fait qu'on a un restaurant, mais après souvent c'est une histoire de plusieurs restaurants, c'est des logiques de groupe, avec parfois des actifs qui vont être différents, il y aura des étoilés, des restaurants qui seront plus accessibles, et c'est la raison pour laquelle c'est le travail aussi des financiers, de réussir à arrimer tous ces wagons entre eux, et aussi pour ça qu'il y a une palette d'investisseurs et différents partenaires pour trouver la bonne formule. Et après, on va chercher l'argent où alors? À la banque, chez les investisseurs? Si on n'a pas d'amis milliardaires, comment on fait pour essayer de financer le lancement? Essayez peut-être de regarder le sujet sur les chefs, parce que quand on parle de l'industrie de la restauration en général, c'est tellement large
que c'est difficile de répondre de manière spécifique et d'être concret. Oui. Mais si on parle de chef, parce qu'ici on n'est pas au World Restaurant Summit, mais on est au World Chef Summit. Donc si on parle de problématiques de chef qui est différent, qui va ouvrir 1, 2, 3 restaurants, mais pas 25 ou 250, je pense que le premier conseil à donner aux chefs, pour qu'ils comprennent bien la mentalité, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils recherchent... et pourquoi ils recherchent de l'argent? Est-ce qu'ils recherchent un associé? Est-ce qu'ils recherchent un banquier? Est-ce qu'ils recherchent un mécène? Si vous allez voir un banquier et que vous le prenez pour un mécène, vous risquez de ne pas vous comprendre. Donc non mais c'est sérieux, je pense que c'est bien comprendre qui vous recherchez. Lorsque vous avez un banquier, il va vous prêter de l'argent. Le banquier n'aime pas le risque. Tout ce qu'il va chercher, c'est savoir qu'est-ce que vous avez comme garantie à lui donner pour qu'il ait le moins de risques possible. Si vous cherchez un mécène, ce qui va l'intéresser, ça va être le prestige du restaurant. Et c'est pas du tout péjoratif. Et ce qui va l'intéresser, ça va être le talent du chef, ça va être la manière dont on parle du chef, ça va être la qualité et la beauté du restaurant pour qu'il invite ses amis. Donc c'est une démarche différente. Et si vous cherchez un associé va partager avec vous les joies, il va partager les peines, et il va être là pour vous épauler, mais il faut compter, il faut l'écouter puisqu'il est associé avec vous dans l'entreprise. Donc déjà, posez-vous cette question. Et vous pouvez aussi rechercher votre beau-frère et votre sœur. Après, il va falloir leur rendre également des comptes. Donc, pour chaque projet, essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous cherchez au-delà de chercher de l'argent. Parce que la meilleure chose, c'est d'aller voir la banque, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est être le moins emmerdé possible. Si vous acceptez de travailler seul. Mais si vous avez besoin de travailler avec quelqu'un, si vous avez besoin d'échanger sur un projet, bien dans ce cas-là, cherchez un associé. Et si vous avez besoin de vous faire plaisir, cherchez un mécène. Je rejoins aussi Laurent, je rejoins ce que Laurent dit, mais il est important de dissocier la recherche de financement via les banques ou vraiment de la dette. C'est-à-dire que là, on recherche vraiment un moyen de financer son restaurant, son développement, ou la recherche d'investisseurs, qui va vraiment accompagner le restaurateur dans l'histoire, dans la création de l'entreprise. Je rajouterais peut-être un conseil qui, à mon avis, est important. Lorsqu'on est investisseur, je l'ai moi-même été à Londres avant de rejoindre le groupe pendant quelques années, il est compliqué d'investir sur une seule personne, un seul talent, et c'est souvent le problème des chefs aujourd'hui. Quand on lance son restaurant, qu'on est chef, on veut lancer son propre restaurant, être aux commandes qu'on va lancer. Il est très important, je pense, aujourd'hui d'être capable de s'entourer des bonnes personnes. C'est pas simplement s'entourer d'un financier pour créer un business plan, parce que je pense que ça, c'est donné, on est tous à peu près capables de le faire. En revanche, c'est créer l'histoire autour du restaurant, vraiment être accompagné des bonnes personnes, avoir une complémentarité des compétences aussi. Ça aide beaucoup et ça rassure, que ça soit du côté des banques ou des investisseurs. Ça minimise le risque. Et ça, à mon avis, ça vend une opportunité plus intéressante de développement sur l'avenir. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Oui. Et si je peux rajouter, on est en ligne, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une multitude de panels de types de financement. Et pour un chef, typiquement, le fait aujourd'hui qu'il y ait des médias, des réseaux sociaux qui soient extrêmement puissants, ça donne accès à beaucoup de visibilité. Et donc, on peut trouver, je pense, beaucoup plus aisément que par le passé, de bons partenaires à la fois comme associés pour lancer une affaire, et les différents types de financement. Paul Perret, vous avez commencé, aujourd'hui vos restaurants ont beaucoup de succès. Est-ce que vous avez commencé au départ par justement essayer de bien vous entourer? Vous aviez toutes les cartes en main dès le départ? Non, j'ai jamais eu forcément toutes les cartes en main. Et alors, je veux préciser quelque chose. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites et tout est vraiment valable. Moi, je crois un peu à la séparation des pouvoirs, et c'est le cas aujourd'hui. Je crois que pour le chef, c'est toujours intéressant de s'associer avec un partenaire investisseur qui a quand même le volume suffisant pour pouvoir assurer les démarrages d'un restaurant, parce que ça ne marche pas forcément au début. Si on veut une rentabilité immédiate selon le type de projet, bien sûr, qu'on veut faire, c'est pas toujours le cas. Et alors c'est ce que j'ai la chance d'avoir à Shanghai, c'est-à-dire que je suis avec un partenaire financier qui a couvert toutes les ouvertures de nos restaurants. Et bien sûr, derrière, il faut qu'on puisse lui rendre la monnaie de la pièce. Et il y a différentes façons, d'ailleurs, par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, on peut aussi, alors le mécénat en soi, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans l'esprit de développer purement
un concept intéressant ou une personnalité intéressante, on peut aussi, je tiens à dire ça parce qu'on voit toujours les choses sur des périodes très très courtes, on peut penser que ça vaut le coup de parier sur un jeune chef, l'épauler, et penser que développer une réputation, ça a une vraie valeur. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on cherche un partenaire investisseur, c'est cette réputation finalement qu'on vend et qui est achetée. Donc tous les cas de figure sont possibles, mais pour un chef finalement c'est ce qu'il a de mieux à vendre, c'est son aura, son savoir-faire. Et après ça suppose d'ailleurs de faire des contrats qui sont assez compliqués entre le trade name, je ne sais même plus comment on dit, la marque, le nom du chef, le savoir-faire d'un côté, etc. Mais c'est quelque chose qui est faisable et moi c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est un système finalement intéressant et pour clarifier ce que je dis, c'est pas si clair pour tout le monde ce que je dis, très clair. Laurent, quand tu m'aides, quand je dis n'importe quoi, et pour clarifier un peu le système finalement, mon système de fonctionnement est un peu un principe de licence même avec mon partenaire, voilà. Et nos principes de développement sont calés sur des principes de licence plutôt que sur des principes de partenariat, d'action par exemple, etc. À chacun a trouvé son bon fonctionnement. Il y en a un, il y en a d'autres, j'imagine. Chacun doit trouver avec son partenaire financier le bon modèle pour développer. Je pense que c'est clé. Je pense que c'est clé je l'ai dit tout à l'heure, de définir précisément quelles sont les attentes de chacun pour vivre une vie paisible et pérenne, et justement de partager ses joies et ses peines, puisque un restaurant c'est beaucoup de joie, c'est aussi beaucoup de peine. Lorsqu'on ouvre, on ne sait pas si on va gagner de l'argent. Vous l'avez dit tout à l'heure, un grand nombre d'échecs dans ce métier, la première année, la troisième année, donc il faut être capable que le partenaire comprenne ça. Oui, bien sûr. Mais je connais Paul depuis longtemps, je connais Paul depuis plus de 20 ans, je me rappelle son succès au Café Mosaïque, je me rappelle ensuite qu'il est allé en Turquie, je me rappelle avoir mangé chez lui à Shanghai, je ne sais plus si c'était le Shangri-La ou le Sheila. Ouais, et j'étais la chance d'être le premier client à Ultraviolet. Et puis c'était un client sympathique, il n'a pas payé, donc j'étais le premier. Pour les tests. Mais je pense que le succès de Paul et sa capacité qu'il a eu à trouver un partenaire vient du succès qu'il avait lorsqu'il était salarié dans son premier restaurant à Shanghai, où on disait déjà que c'était le meilleur restaurant de Shanghai, avec une ville qui a connu un développement important. Donc je comprends aisément qu'un partenaire soit venu le voir et lui ait proposé de s'associer avec lui pour développer. Je le comprends facilement vu l'énorme succès que Paul a eu au départ, avant même d'ouvrir Ultraviolet. Puis en ouvrant son restaurant sur le Boud, puis ensuite il est allé ouvrir Ultraviolet. Donc il y a eu quand même une progression qui a fait qu'il a donné confiance à des investisseurs qui ont cru en lui parce qu'il avait déjà démontré quelque chose. Je pense que là c'est assez important effectivement quand on est chef de voir aussi les choses en termes de progression et d'avoir un peu la patience en fait effectivement de créer une marque, un groupe, et que finalement les choses se font aussi au fur et à mesure. Et nous on le voit de manière générale aussi avec toutes les jeunes sociétés qui se créent. Parfois, elles sont trop gourmandes en capital par rapport à la taille qu'elles ont à ce moment-là. Et il faut aussi accepter, je pense, voilà, les choses se font aussi petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, on fait face à une évolution dans le rapport du chef avec l'investisseur. Aujourd'hui, les investisseurs... C'est bon. Aujourd'hui, les investisseurs, je pense que au-delà d'un talent chez un chef, ils cherchent à ce que le chef agisse et fonctionne comme un chef d'entreprise. C'est très important que on parlait de la relation investisseur avec le chef, que chacun vraiment, je parlais de complémentarité tout à l'heure des compétences, c'est important que le chef soit conscient des contraintes financières que sont imposées par l'investisseur et qu'est-ce qu'elles représentent lors de l'ouverture d'un restaurant. Et je pense que le chef doit être aujourd'hui capable de réinventer son métier. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la diversification. C'est-à-dire que les chefs doivent devenir des chefs d'entreprise. Je pense. Alors c'est quoi la différence entre un chef, toi qui connais les deux, et un chef d'entreprise? Et est-ce que tous les chefs peuvent devenir chefs d'entreprise? Excellente question. Ça se serait, hein. Poser la question, c'est y répondre. Alors... Non, mais c'est un métier un chef et un créatif. Lorsque vous parlez le mot chef, que vous l'opposez au mot à chef d'entreprise, ça existe dans énormément d'autres industries, dans la mode, dans énormément d'autres industries. Vous avez d'un côté un talent créatif, qui n'est pas forcément, mais qui peut être,
un chef d'entreprise. Lucas est un chef d'entreprise et a un talent d'entreprise. Et quand on ne l'est pas? Et quand on ne l'est pas, et qu'on a un talent énorme, eh bien on essaie de s'associer avec quelqu'un justement qui va vous amener cette bonne gestion et qui va vous aider à développer votre talent pour gagner de l'argent. Mais ça se fait énormément dans la mode, sans que ça pose de problème à quiconque. On comprend très bien qu'un créatif d'une grande marque de mode souvent est accompagné d'un financier pour développer son talent. Oui, ça arrive dans de nombreux domaines. Donc lorsque le chef est uniquement un talent créatif et qu'il a envie de s'intéresser uniquement à développer des plats, à créer une ambiance dans un restaurant, oui, il vaut mieux qu'il soit accompagné dans ce cas-là de quelqu'un qui va driver les finances, qui peut être un directeur général, un salarié ou un associé. Oui, tout à fait. C'est pas un aveu d'incompétence de la part d'un chef de trouver quelqu'un qui va s'occuper des finances. Au contraire. Écoutez, si Alain Ducasse m'avait demandé de cuisiner à sa place, il n'en serait pas où il est aujourd'hui, on n'aurait pas beaucoup de clients. Parce qu'en effet, moi je ne sais pas cuisiner, et je veux dire, c'est plus facile d'apprendre à bien gérer une entreprise que d'avoir un talent unique capable de créer des restaurants comme Paul Perret. Il y a combien de Paul Perret dans le monde? Il n'y a pas 10 Paul Perret dans le monde. Et il y a combien de dirigeants d'entreprises dans le monde? Il y en a des millions. Et d'ailleurs, la vérité c'est que la restauration, ça reste un business, comme disait Laurent tout à l'heure. Et dans tous les business qu'on voit, que ce soit en tech, que ce soit dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle les angles morts. Et l'idée c'est d'avoir des associés ou des collaborateurs qui vont couvrir cet angle mort. Ça peut être l'aspect financier, créatif, et d'avoir des gens complémentaires. Et donc c'est pas du tout unique à la restauration et au chef cuisinier, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les milieux du business en général. Paul Perret. Est-ce que vous êtes chef d'entreprise, Paul Perret? Alors, je ne sais pas si on peut le définir comme chef d'entreprise, mais il y avait quelque chose qui était très intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, effectivement, dans une relation qui serait la relation entre un savoir-faire et la finance, un investisseur, c'est très important que le chef soit quelque part, en tout cas, restaurateur. C'est-à-dire que oui, s'il veut avoir les rênes guidées, il faut tout concevoir, il faut concevoir le restaurant en tant que concept de A à Z. C'est pas simplement des recettes, c'est très compliqué. Et c'est le concept qui définit beaucoup des éléments financiers d'investissement qui vont représenter le restaurant. Après, il faut qu'on ait cette relation fatalement de confiance à un moment donné. Et moi, je dis quelque chose, c'est personnel, peut-être que je me survends en disant ça, mais j'ai toujours traité l'argent des investisseurs qui me font confiance avec probablement plus de stress et de soin que si c'était mon propre argent, parce que finalement on a une dette claire avec eux et il faut absolument être capable de leur rendre littéralement la monnaie de la pièce. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette relation. Et après c'est une relation de confiance qui ne peut pas forcément être immédiate. C'est pour ça que on peut faire des contrats qui forcent ces relations de confiance et je pense que quand c'est bien fait, ça peut progresser. Mais au-delà de l'argent qui a été investi, vous gérez vous-même après. Vous êtes restaurateur. Alors après, dans nos affaires, on a un groupe qui a une partie qui gère la finance quotidienne, etc. Mais c'est vrai que ce sont nos équipes qui gèrent l'opération elle-même, bien sûr. Ça, c'est la moindre des choses par rapport à ce qu'on fait. On n'est pas là juste, en tout cas dans les opérations que l'on contrôle directement, en train de simplement donner du conseil. Après, sur des restaurants qui seraient peut-être à distance, on aurait probablement un contrôle qui serait un petit peu différent, mais en mettant quand même nos équipes et avec, bien sûr, une supervision à la fois de l'opération et à la fois du côté financier du restaurant. C'est important parce que sinon, on ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas. Et pour améliorer un restaurant, il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas. Alors juste, on tourne un peu autour du sujet, mais quelles sont les garanties que doit demander un chef quand il va s'adresser à des investisseurs pour ne pas se retrouver demain dépossédé éventuellement de sa marque, éventuellement même dépossédé de son restaurant et obligé de partir, comme c'est arrivé récemment, même à des chefs extrêmement prestigieux. Quelles sont les garanties que vous conseillez, puisque vous êtes plutôt du côté finalement des chefs, que vous conseillez de ce point de vue-là? C'est tout ce qui est dans le pacte d'actionnaire, hein, finalement. Un pacte d'actionnaire, c'est quoi? C'est un contrat? C'est un contrat entre les investisseurs et donc effectivement le chef en tant que chef d'entreprise et qui va régir finalement un peu les grandes décisions. Il peut y avoir des décisions, le tournant en général qui est pris par les opérationnels et puis un certain nombre de décisions où il faut soit la majorité du capital, soit l'unanimité des décisions, etc. Et en fait, voilà, c'est à ce type de décision qu'il faut porter plus attention.
David? Moi, je pense qu'il y a deux points. En effet, il y a le contrat, donc tout ce qui va être contractualisé, et on est capable aujourd'hui de définir, notamment pour l'évolution de l'entreprise, les grandes décisions à prendre et comment elles seront prises. Ensuite, il y a le second point qui, pour moi, est quand même assez intéressant et important d'ailleurs, c'est la relation qui va s'instaurer avec l'investisseur au quotidien. Comment est-ce que l'opérationnel va être géré? Comment est-ce qu'on s'assure que l'investisseur ne va pas empiéter sur le terrain du chef? Pour moi, il y a vraiment ces deux points et un équilibre à trouver qui est très important pour le chef aujourd'hui lors du lancement de son restaurant. Alors, en Plantier, alors de ce point de vue, vous qui êtes investisseur? Oui, je pense d'abord bien définir les objectifs de chacun. Pourquoi vous voulez ouvrir un restaurant, 2 restaurants, 10 restaurants? Quelle est votre ambition une fois que vous en avez ouvert un, d'en ouvrir un deuxième? Est-ce que vous voulez un grand restaurant, un petit? Enfin, que les objectifs de chacun soient parfaitement définis, parfaitement compris au départ, ça me paraît primordial, sinon on va aller vers de l'incompréhension dans l'avenir. Une fois qu'on a défini ces objectifs, il faut définir ce qu'on a dit, c'est-à-dire la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est-à-dire comment va être géré, comment va être prise les décisions dans l'entreprise. Est-ce que l'investisseur a le droit de dire, de s'occuper de la taille des menus, la taille des assiettes et le goût des plats? Ça figure pas dans le pacte d'actionnaires. Mais ça, il faut le définir. Vous le définissez la gouvernance, c'est-à-dire qui prend les décisions opérationnelles, qui prend les décisions financières. Différents types de décisions dans la gestion d'une entreprise ou dans la vie d'une entreprise peuvent être parfaitement définis en amont dans le pacte en disant le chef prend les décisions sur le menu, le prix, etc., je ne sais pas quoi, et l'investisseur en revanche a un droit de veto, prend les décisions sur un prêt, la partie financière, enfin, mais définissez parfaitement votre gouvernance, la manière dont vous souhaitez que l'entreprise soit gérée. Est-ce que vous voulez partager les décisions? Est-ce que vous voulez prendre des décisions? Est-ce que vous voulez avoir un domaine réservé qui est le vôtre autour de la gastronomie? Est-ce que définissez votre mode de gestion, c'est important. Et ensuite vous le mettez sur papier une fois que vous êtes d'accord sur ce mode de gestion. Et comme ça vous avez bien sûr un document qui protège l'investisseur et qui protège le chef sur ce qui peut subvenir dans l'avenir, parce que même si on a eu du succès dans le passé, ça ne garantit jamais le succès dans l'avenir. Et donc c'est comme un mariage, quand on a un bon contrat de mariage, c'est plus facile de divorcer. Donc le pacte est un peu le contrat de mariage entre l'investisseur et le chef. Mais je veux dire, il n'y a pas de tabou à parler de ça, il n'y a pas de tabou à dire d'entrée, moi telle décision, c'est moi qui décide. Voilà, moi je veux décider sur je ne sais pas quoi, il faut le dire. Sinon vous allez vers une incompréhension qui peut finir vers un conflit, qui peut finir vers la fermeture d'un restaurant, ce qui est dommage. Parce que le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Et parfois on se dispute parce que le succès est au rendez-vous, on gagne trop d'argent, donc chacun veut en récupérer une partie. Des fois on se dispute parce que le succès n'est pas au rendez-vous et chacun jette, il faut payer les dettes et chacun jette la responsabilité. Mais donc ce qui est vrai pour un chef est vrai dans tous les métiers. Hein. Définissez parfaitement votre projet et définissez parfaitement qui prend les décisions sur quel type de décision. Et là vous avez moins de chances d'avoir des conflits. Alors pour un investisseur, qu'est-ce qui est le plus attractif? Et je m'adresse aussi à vous, quand on vous soumet un projet, vous trouvez des investisseurs, ce qui est votre métier, ou quand on vous soumet un projet, vous en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui va être le plus intéressant? C'est un chef qui veut créer un bel établissement à Paris, voilà. Un chef qui veut créer un bel établissement dans une région où au contraire il n'y a pas du tout d'offre. Un chef qui arrive en vous disant moi ce que je veux faire c'est créer 20 établissements partout dans le monde, j'y arriverai, je serai meilleur que Ducasse. Quel est le chef qui vous parle le plus? Il est clair que si je vous prenais un point de vue purement investisseur, vous connaissez la réponse également. Je veux dire, je préfère financer McDonald's que Ducasse. Ducasse est le meilleur au monde, il fait 100 millions de chiffre d'affaires, McDonald's ils sont le meilleur au monde, ils font 120 milliards. Vous demandez à un investisseur quel projet il préfère, il va toujours préférer le projet de 120 milliards. Quand vous parlez d'un investisseur purement financier, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir un investisseur purement financier. Je veux dire, sinon à chaque fois vous allez être réduit de manière absolument ridicule sur combien j'investis et combien je récupère. Je pense que un projet de restaurant ne peut pas se résumer à cette équation économique, quelle que soit la beauté de cette équation économique. Mais de base, les investisseurs professionnels raisonnent toujours pareil. Ils regardent 1. les critères économiques du projet, 2. l'équipe, 3. la gouvernance. Dans les critères économiques du projet, il y a le CAPEX, combien je vais devoir investir, il va avoir la rentabilité liée à cet investissement et il va avoir la capacité à déployer le concept, combien je peux en faire. Donc il faut être d'accord là-dessus. Et la capacité à lutter contre la gouvernance, ça c'est vrai pour tous les projets. Ensuite vous regardez l'équipe. Est-ce que l'équipe va être capable de
opérationnellement de déployer ce qu'elle a promis. Est-ce qu'il m'a raconté une histoire ou est-ce qu'il m'a raconté des histoires? Lorsqu'on raconte une histoire, après on est capable de la raconter. Lorsqu'on investit chez Paul Perret, on sait par le passé qu'il a déjà ouvert des restaurants, que ça a marché. Donc déjà, il donne une crédibilité par rapport à sa capacité, à ce que ça marche dans le futur. Donc vous regardez aussi, est-ce que vous partagez la même éthique? Est-ce que vous partagez la même éthique que le chef? Est-ce que vous vous assurez que le gars va tricher ou est-ce qu'il va vendre, ou il va acheter du poisson frais de pêche sauvage ou est-ce qu'il va acheter du surgelé selon le restaurant que vous voulez faire? Il n'y a pas de critique de l'un ou de l'autre, ça dépend de ce que vous avez envie. Donc est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Déjà, vous avez franchi un pas important. Et à la fin, il y a la taille du marché par rapport à l'investissement. Il est clair qu'aujourd'hui, le marché est plus important à Paris, mais il est plus concurrentiel que dans un petit village de province où le marché est peut-être plus petit, mais il est moins concurrentiel. Mais vous allez pouvoir trouver des investisseurs, quel que soit votre projet. Je veux dire, mais à la fin, quand vous parlez investisseur, c'est pas un mécène, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Sinon, ça s'appelle un mécène et c'est quelqu'un qui veut se faire plaisir en ouvrant un bon restaurant. Les deux existent. Alors du côté des chasseurs d'investisseurs. Non, mais je pense qu'il y a quand même, effectivement, mais c'est un peu une notion qui a été développée, mais c'est le côté, le potentiel en fait. Le potentiel d'un endroit a un risque donné. Finalement, le fait de pouvoir soit dupliquer le même concept ailleurs, soit de pouvoir rajouter, typiquement, j'entendais Christopher Raj tout à l'heure qui parlait de l'ouverture de la boulangerie à côté du restaurant, de dupliquer un peu autour d'une même marque, et finalement de se dire qu'au bout d'un moment, on ne sera pas juste actionnaire d'un seul endroit, mais voilà, quelque chose qui aura grandi, de pouvoir suivre la société, et donc finalement offrir les investisseurs, alors c'est vrai, c'est des homo economicus très rationnels, mais ce qu'ils aiment aussi, c'est un peu de pouvoir rêver. Donc si vous leur offrez... Les investisseurs ont besoin de rêver. Les investisseurs ont Vous êtes besoin de des rêver. êtres humains comme les autres, Laurent Plantier, finalement. Bien sûr qu'on a besoin de rêver lorsqu'on investit dans un projet, on a envie que ça soit le plus beau projet. Bien entendu, oui, bien entendu. Il ne faut pas que ce rêve se transforme en cauchemar avec une gueule de bois le matin. Ouais, c'est tout. Donc, il faut que le rêve reste un vrai rêve. Mais le problème n'est pas je continue à parler, j'en suis désolé. Le problème n'est pas que l'investisseur, parce qu'il y a aussi des chefs qui rêvent. Il y a aussi des entrepreneurs qui rêvent et ouvrir un restaurant aujourd'hui fait rêver beaucoup de monde. Et ici, on a la chance d'avoir un panel de chefs. Et les chefs savent que c'est un métier difficile et que il faut beaucoup de travail pour que ça marche. Et que ce n'est pas un doux rêve d'être restaurateur ou d'être chef, mais c'est un métier difficile et professionnel. Alors David Bettan, est-ce qu'on rêve tous les jours quand on est... Alors vous êtes dans un groupe, vous, et vous êtes chargé de trouver des investisseurs pour développer le groupe. En gros, c'est un peu ça. Et c'est un autre challenge encore, c'est que vous avez déjà un très grand nombre de restaurants, plus d'une vingtaine d'hôtels également, et vous devez financer un développement. Alors comment ça se passe dans votre cas, vous, qui est différent? Après l'annonce de l'hôtel solaire. Qui tombe toujours sur moi d'ailleurs. Ouais, oui, à mon avis c'est un complot d'ailleurs. Je crois bien. Peut-être avant de vous répondre, je vais juste revenir très rapidement sur ce qui a été dit. Je rejoins tout ce qui a été dit, c'est très intéressant d'ailleurs. Je pense qu'il faut, au-delà de vendre du rêve, il faut aussi vendre de la sécurité. Donc il y a trouver ce tandem entre la sécurité et le rêve que vous allez vendre. Ça c'est très important pour un investisseur. Moi, ce qui m'attire aujourd'hui, et je parlais tout à l'heure de réinventer le métier de chef, on voit pas mal de chefs qui se diversifient dans leurs activités sur des hôtels, sur des centres de spa, sur des cinémas, j'ai pas mal d'idées en tête, ou même sur du fast-food. Ça peut être intéressant de diversifier les activités et ça peut attirer un investisseur de développer un nom, une marque ou un savoir-faire sur divers métiers. Ça a cependant une limite. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un restaurant le plus étoilé possible, on va dire, il est important que le chef incarne le restaurant dans lequel il est parce qu'il va donner de l'âme à ça. Et ce qui peut être aujourd'hui une limite entre la relation de l'investisseur et du chef, c'est qu'il est compliqué de faire face aux potentielles absences du chef qui va s'absenter à l'étranger, qui va faire des missions de consulting et qui va du coup s'absenter du restaurant. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais en tout cas c'est vrai. Et donc il y a une petite limite à ça. Ça c'était ma parenthèse. Pour répondre à votre point, sur le développement du groupe, si vous voulez, il est plus facile en effet lorsque vous avez différentes affaires avec des actifs
sur des hôtels, des fonds de commerce, des murs, d'avoir des financements bancaires qui sont finalement très accessibles et vraiment très intéressants pour le groupe. Aujourd'hui, on arrive à obtenir des taux 0,8, 0,9%. Vous n'avez absolument aucun intérêt, enfin du moins pour des projets d'une certaine taille, d'aller voir des investisseurs en capital. Et si vous voulez, aujourd'hui, suite à la crise financière notamment, les banques ont renforcé leur demande de garantie. C'est aussi ce qui peut présenter un frein pour le développement de certains chefs, c'est que vous avez besoin vous devez être en mesure de montrer des garanties sur, je parlais de murs, de fonds de commerce, et aujourd'hui sur le lancement d'un restaurant, ou même un deuxième ou un troisième restaurant, c'est toujours plus compliqué pour un chef de pouvoir montrer ça, et du coup, le recours à l'investisseur est souvent une solution. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être capable, dès le départ, Laurent le disait, d'encadrer toutes les missions, la gouvernance, qui fait quoi, pour ne pas aller au-delà de difficultés dans le développement du concept et du restaurant. Paul Perret, est-ce que quand les investisseurs sont venus vous trouver, quand les concepts de vos restaurants étaient déjà très précis dans votre tête, ou est-ce que les investisseurs sont venus avant le concept ou vice-versa? Puisqu'ils sont venus, vous aviez déjà une notoriété importante, un talent reconnu. Alors pour les restaurants qui sont existants, c'est vrai que ça s'est plutôt basé sur ma réputation à l'époque, on va dire plus locale à Shanghai. Et c'est sur cette réputation qu'on a construit des projets à venir. Mais c'est vrai que j'avais déjà très clairement défini à la fois ce qui est devenu une brasserie moderne qui s'appelle Mr. Mrs. Bud et surtout Ultraviolet, puisque ça faisait 20 ans que j'essayais de faire ce projet. Donc c'est vrai que ça rassure quand même de savoir où on va. Je crois que tout est sous-tendu par le projet, l'ambition du projet, et il n'y a que ça qui va définir finalement le cadre financier et la capacité d'un financier à accepter la prise de risque. Ce que je veux dire à un moment donné, parce que là on parlait, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce que je viens de dire là, mais on parlait d'aller chercher des prêts bancaires pour des chefs sur certaines opérations, etc. Mais je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu choquant, c'est pas ce que je cherche moi. Je cherche quand on fait un projet, par exemple quand on fait un projet à Paris, j'ai récemment arrêté un projet à Paris parce que je n'avais plus le temps de faire ce projet, parce que je sais que ce n'est pas une question de financier au bout du compte, c'est une question d'investissement personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement est absolument des deux côtés. Et je parlais tout à l'heure d'un mariage entre la finance et le savoir-faire, et c'est exactement ce que c'est. Et qu'à un moment donné, moi je cherche un partenaire financier qui est capable de son côté d'assumer le risque financier de la même façon qu'on va assumer quelque part le risque de la remise en question, d'abord de son savoir-faire, de la réputation qui a été acquise et qui est quelquefois très difficile à acquérir, etc. Donc c'est cette balance qu'on va aller chercher. Sinon c'est vrai que je pourrais dire peut-être je vais ouvrir un projet à Paris, je vais moi aussi aller chercher de l'argent dans les banques, on va s'entourer d'un petit groupe et ça va fonctionner, pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche à ce niveau-là. On cherche finalement, j'appelle ça un principe de licence, et c'est pas toujours le principe d'association, c'est le nôtre. Ça peut se discuter, ça se discute beaucoup d'ailleurs en France, c'est pas quelque chose qui est très commun. Et autant les chefs se vendent... Le principe de licence, pour expliquer, c'est vous avez une marque Paul Perret, alors, et vous allez la licencier à des investisseurs. Alors ça peut être basé sur la marque, ça peut être aussi basé uniquement sur le know-how, ça fait que les contrats sont beaucoup plus longs, et en général, par exemple dans mon cas, c'est basé sur les deux choses à la fois. On n'est pas obligé d'ailleurs de posséder la marque pour faire un contrat de licence, et des fois c'est même une création de marque. Ce qui est important, c'est que le principe de licence en général des chefs, qui fonctionne très très bien depuis la France, par exemple à l'étranger et dans le reste du monde, c'est qu'il va y avoir un principe d'entry fee. Alors des fois j'ai pas les traductions en français, mais de droit d'entrée, qui est plus ou moins élevé en fonction de la réputation du chef, en fonction de savoir aussi si on achète une marque qui est existante, etc. Et à partir du moment où l'opération est enclenchée, il va y avoir un système de royalty qui est généralement indexé sur le chiffre d'affaires, parce que c'est le seul facteur vraiment très identifiable. Les autres sont beaucoup plus fluctuants. Voilà, et ça c'est assez accepté dans des congés. Mais la France finalement importe peu de chefs qui vont imposer des contrats de licence. C'est assez rare. On est plus dans une association, dans une parité, dans les parts, etc. Mais finalement, une forme ou l'autre est très, très acceptable. Alors je ne sais pas pourquoi on est parti là-dedans. De quoi je parle maintenant? Juste pour compléter là-dessus, en fait, quand on est une petite structure, la restauration, ça reste quand même une industrie dans laquelle il y a beaucoup de coûts fixes.
à la fois avec les loyers, les charges de personnel qui sont quand même assez lourdes, et une activité qui peut être relativement cyclique. Et je ne sais pas si les chefs ont forcément intérêt à vouloir absolument éviter d'avoir des partenaires financiers, de maximiser finalement l'emprunt, parce qu'effectivement ça peut mal tourner, alors qu'un investisseur financier finalement sera peut-être plus patient et pourra attendre que ça remonte. Soutiendra dans les coups durs. Voilà, par rapport à une banque. Il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué directement, mais aujourd'hui, plus que jamais, un chef c'est une marque. Il y a le restaurant qui est un peu le véhicule initial en fait de la création. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres façons pour un chef d'exercer son talent. Il y a du co-branding, de produits qu'on peut distribuer par exemple en distribution sélective ou dans des monoprix ou autres, parce qu'il y a quand même une volonté du mieux manger, du bien manger. Les chefs ils incarnent ça très bien. Le fait de pouvoir aller vers d'autres business comme les boulangeries qui sont aussi du fooding mais autrement. Il y a également des présences médiatiques comme on le voit même dans ce panel. Donc il y a beaucoup d'autres façons. Il y a toutes les startups qu'on appelle les DNVB, donc c'est des marques digitales natives qui sont distribuées en direct. Et là aussi, ça peut être une autre façon de se distribuer et d'exercer son talent vers le plus grand nombre. Donc il y a beaucoup plus d'options qu'on ne le croit dès lors qu'on est reconnu dans son domaine. Pour terminer ou pour ajouter quelque chose. Non, ça va être la conclusion. Donc, non, en fait on parlait d'un modèle de franchise ou de licence. Il y a un modèle qui se développe aussi très bien, et notamment je pense à l'international, qui est le modèle de management contract, qui est de contrat de management, pardon, qui marche assez bien pour les chefs lorsqu'ils ont une notoriété qui commence à être reconnue ou déjà installée. Et elle est assez intéressante pour les investisseurs ou attrayante parce qu'elle nécessite finalement très peu, voire pas d'investissement. Et finalement, c'est simplement je parlais de consulting tout à l'heure, mais c'est un modèle qui marche très bien à l'étranger sur des courtes périodes, sur le fait d'aller faire une carte pour l'ouverture d'un restaurant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler avec des chefs de façon générale, qu'on soit surtout quand on est investisseur, ça nécessite une implication du chef, quel que soit le projet, parce qu'on investit sur cet homme. Donc à mon avis, c'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver entre s'impliquer dans un projet et y être à plein temps, et être capable de développer sa marque, son nom sur des projets avec des collaborations ponctuelles. Exactement. Paul Perret, alors le mot de la fin pour le chef. Non, voilà, alors juste pas parce que je vais avoir le dernier mot là-dessus, mais parce qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Management contract, principe de licence, à peu près la même chose pour moi. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas pour un chef de mettre son nom sur quelque chose qu'il ne va jamais superviser. Il y a un véritable investissement en travail qui va être fait et qui pour moi est équivalent à l'investissement financier. Il faut que ça s'équilibre et qu'on s'y retrouve de chaque côté. C'est le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire circuler un micro? Si on n'a pas... Allez-y. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Ariane. J'ai récemment terminé mon master à l'Institut Paul Bocuse. D'ailleurs, je tenais juste dire merci à M. Paul Perret qui nous avait accueillis à Shanghai à l'Ultraviolet. Vous parlez beaucoup d'investissement pour ouvrir des ouvertures de restaurants en fonction d'un chef. Moi, ma question en tant que peut-être futur entrepreneur dans le milieu de la restauration, c'est comment évaluez-vous le risque lié à un investissement dans un restaurant lorsqu'il est uniquement à l'état de projet? Parce que quand on crée un business plan de restaurant, on est sur des hypothèses, que ce soit sur la fréquentation. Comment estime-t-on réellement un risque lié à l'investissement en restauration pour un restaurant de quelqu'un qui est anonyme ou qui n'est pas forcément un chef connu? Voilà. Qui veut répondre? Oui, ça va quand même dépendre de l'expérience que vous avez fait avant, et de la pertinence de votre projet, la qualité de l'équipe. C'est toujours les mêmes critères qui servent pour évaluer le projet. Si après vous me dites j'ai jamais travaillé dans la restauration, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas qu'est-ce qu'un client, mais j'ai une très bonne idée, j'en reçois 200 comme ça par semaine. Hein. Ça peut être des doux rêveurs, mais ça arrive. Après, ils ont peut-être raison, mais bien sûr que si vous n'arrivez pas à rassurer l'investisseur sur la bonne exécution, votre capacité à très bien exécuter
votre idée, au-delà de la qualité de l'idée, bien entendu, même si l'idée plaît, il faut ensuite montrer la capacité à l'exécuter. Vous augmentez le risque, et si vous augmentez le risque, vous diminuez la valeur de votre projet ou le pourcentage que vous allez détenir à la fin. Oui, mais tout le monde n'a pas la réputation de Paul Perret avant d'ouvrir son restaurant. Exactement. Et donc en fin de compte, l'investissement dans le milieu de la restauration, contrairement à l'investissement dans la finance, parce que j'ai également étudié en finance, c'est beaucoup plus mathématique. Dans le milieu de la restauration, on est quand même beaucoup plus sur une approche qui est humaine et un relationnel de professionnel à professionnel. Il n'y a rien de mathématique. Il n'y a rien de mathématique quand on parle d'un projet d'une feuille blanche qui va essayer de la finance, de l'internet ou de l'industrie. Vous arrivez avec un projet qui est une feuille blanche, donc qui est une idée. Il y a bien entendu que c'est la capacité de l'équipe à exécuter cette idée. Lorsque vous investissez dans une start-up qui fait de la biotech, quelle que soit la qualité de l'idée et le problème que vous allez régler dans le monde, ça va être la qualité de l'équipe qui est derrière et ça va être l'engagement. Est-ce que vous mettez de l'argent? Est-ce que votre frère, votre soeur, vos parents, vos grands-parents vous suivent et mettent de l'argent parce qu'ils vous connaissent depuis que vous êtes nés? Si vous n'avez même pas un oncle, une tante qui croit en vous, même pas le cousin germain, vous avez du mal à convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas de croire en vous. Si vous avez mis toutes vos économies, vous avez vendu votre voiture et que toute la famille est derrière vous, déjà vous dites bon, déjà il y a des gens qui croient en elle. Ensuite, si vous avez un board, si vous avez réuni autour de vous des gens de grande qualité, vous allez donner plus confiance. Parce que je dis, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Je veux dire, ça c'est vrai pour l'ensemble des projets. Votre capacité à exécuter le business plan, votre capacité à gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait qui prouve que vous allez gagner de l'argent? Au-delà d'une belle idée, que tout le monde peut avoir une belle idée. C'est la réussite d'un projet, ce n'est pas d'avoir une belle idée, c'est votre capacité à exécuter l'idée. La personne la plus riche au monde avait l'idée la plus con au monde. C'est comment acheter sur un clic. Le mec, il a une idée, qu'une seule idée dans sa vie, c'est comment on peut acheter sur Internet sur un clic. Ça s'appelle Amazon, c'est l'homme le plus riche au monde. L'idée était la plus bête au monde, tout le monde aurait pu l'avoir. En revanche, une seule personne au monde avait la capacité d'exécuter comme il a pu le faire. Donc la capacité à exécuter est clé. Et aussi, je pense toujours sur le concept un peu d'avoir une ambition à la hauteur de ce qu'on a réalisé à date, et de ne pas hésiter à faire quelque chose de petit au début, qui va croître progressivement. Il y a quand même ce concept un peu de proof of concept, de commencer, d'avoir un peu un track record, de pouvoir montrer qu'on a réussi un certain nombre de choses avant d'avoir des visions un peu plus ambitieuses. Deux choses pour moi. En effet, au stade du projet, je pense que l'importance de l'équipe est primordiale. Il ne s'agit pas de vendre quelque chose, c'est bien de vouloir vendre du rêve, mais derrière, il faut prouver que vous avez la détermination pour le faire. Et finalement, l'investisseur, le bon investisseur et la personne qui va investir sur le bon projet va être capable de déceler au niveau du projet, justement, sur la prise en compte des enjeux des dirigeants, des futurs dirigeants du projet que vous allez mettre en place. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et le dernier point, juste pour rejoindre ce que tu as dit aussi, aujourd'hui, et notamment pour revenir sur les chefs, il est important d'être capable de démarrer modestement. Il y a des chefs aujourd'hui qui veulent lancer leur restaurant sur un ticket moyen qui est parfois trop élevé et qui va être malheureusement source d'un restaurant vide ou quasi vide. Il faut être capable de démarrer modestement sur un ticket moyen qui est parfois plus bas pour pouvoir remplir son restaurant et monter petit à petit. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas assez, c'est peut-être pas assez. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je voulais juste, parce que c'est la vraie question, la question que vous posez, c'est de savoir comment un investisseur, finalement, peut s'assurer que les projections sont les bonnes. Et en fait, il n'y a pas de vraie réponse, c'est parce que ce qui est très très difficile à mesurer dans tous les types de restauration, c'est parce que ce qui fait la beauté de la restauration, c'est le succès du restaurant. Et c'est vrai, si un PNL fonctionne merveilleusement bien, si le restaurant a du succès, d'un autre côté, on peut faire un très bon restaurant qui ne va pas forcément fonctionner de façon commerciale, et personne, au démarrage d'un restaurant, n'a la réponse. Sur cette conclusion magnifique. Ah, pardon. Par rapport au lancement d'un restaurant, c'est vrai pour toutes les affaires en réalité, au début en fait quand on démarre et qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience, ce que disait Laurent, ce qu'on lève en fait c'est du love money, c'est vraiment de l'argent de son entourage, de sa famille, de ses amis très proches. Et au fur et à mesure qu'on est plus gros, plus sophistiqué, plus expérimenté, on a accès à tout un panel d'investisseurs de plus en plus puissants en termes financiers. Et donc au début il faut vraiment déjà convaincre ses proches et après au fur et à mesure on a accès à d'autres sources de capital. Voilà. On va être obligé d'arrêter malheureusement parce qu'il y a d'autres tableaux, mais vous pouvez continuer à discuter en privé. Je vais demander à